Bonjour, c'est Angèle, bienvenue sur l'Actuel News, votre émission de news quotidienne sur l'actualité gaming, ainsi que manga et anime dès qu'il y en a, technologique et séries aussi. Merci de me regarder de plus en plus nombreux, merci pour vos pouces, merci aussi pour ceux qui s'abonnent aussi à ma chaîne Twitch. C'est encore une vidéo d'absence vu que je suis en séjour en ce moment. Voilà. En sachant que je serai en séjour jusqu'au 21 et donc les news en live puis après rediffusées sur YouTube recommenceront à partir du 22. Voilà. Si vous venez de YouTube, merci de me laisser un pouce et éventuellement de regarder la vidéo en complet, de me laisser un commentaire pour c'est bien me donner encore plus de force, d'énergie et surtout me dire comment m'améliorer. Merci de faire sonner la cloche, merci de vous abonner à ma chaîne. Ce serait sympa de votre part. Et merci de me regarder de plus en plus nombreux. Donc nous allons commencer cette actuelle news en espérant que ça vous plaît. Ah, ouais, toujours. Hop. Voilà. Alors, la saison de Diablo 4 arrive et ce sera le 14 mai prochain. Donc, la saison 4 de Diablo 4 un 14 mai. Donc apparemment c'est la plus grosse mise à jour jamais réalisée depuis sa sortie officielle d'après le titre de jv.com. Et c'est ce que nous allons voir en revue là. Une montée en niveau plus rapide, peu importe les tiers du monde choisi. C'est le 6 juin 2023 que Diablo 4 est sorti dans le monde entier depuis, le système d'expérience a peu changé. À la création du personnage, il est demandé dans le genre dans lequel tiers il veut jouer entre les 1 et 2. Le tiers monde 2, bien que plus difficile, accorde 20% d'expérience en plus. Dès le niveau 45, le joueur peut alors choisir d'effectuer la quête de la cathédrale de la lumière, un donjon de pierre de limite qui donne accès au niveau de monde 3. Ce dernier octroie plus d'expérience ainsi que la possibilité de tomber des objets sacrés, des objets puissants, quelque chose de similaire pour le tiers monde 4, débloquable à partir du niveau 70. Donc pour résumer, euh, avant on choisissait un tiers 1 ou 2 dès le début de la création de son personnage. Donc on en demandait un niveau de difficulté. Si vous choisissez le tiers 2 qui est la difficulté, je dirais, normale du jeu, vous avez 20% d'expérience supplémentaire. Et beaucoup de personnes, enfin, ne le prenez pas, vu que pour gagner du temps, on explosait les mobs plus rapidement en tier 1, donc on se levelait en tier 1, puis après on partait directement en tier 3 dès qu'on avait la fameuse quête de pierre de les limites. Et beaucoup skippaient le tier 2 parce que c'était pas intéressant, ou alors mettaient le tier 2 pour accéder à la quête, et puis après passer en tier 3, et c'est tout. Avec euh, donc ce que je vais vous dire, est-ce que ça va pas être plus intéressant pour un speedrunner de passer directement en tier 2 et même si les bombes sont un peu plus difficiles, que ça soit meilleur. Je pense que vous allez voir. Donc, donc pour accéder au tier 3 et 4 plus intéressant pour avoir un équipement de qualité, il faudra donc tout d'abord passer par le niveau 1 ou le 2. Le premier étant plus souvent choisi, la perte de temps à éliminer les monstres plus forts ne valait pas le gain d'expérience. De la même manière, monter niveau 100 pouvait vite représenter un chemin de croix. Avec la saison 4, Blizzard décide de revoir à la hausse le gain d'expérience octroyé par les mondes comme suit. Le tier 1 reste à changer. Le tier 2 passe de 20 à 50%, donc là c'est encore mieux. Tier 3 passe de 100
à 150%, la vache, et le tiers 4 passe de 200 à 250%. En sachant qu'on a aussi des potions qui nous octroient aussi de l'expérience supplémentaire cumulable. Je pense que c'est genre 50%, je dis peut-être des bêtises, hein, mais genre 50%, donc on peut arriver jusqu'à le temps d'un ou deux donjons passer à 300% d'expérience supplémentaire, chose qui n'est pas, voilà, qui est pas désagréable en sachant que jeu Blizzard faisant, on a des fois des moments un peu double XP, donc c'est encore plus intéressant à ce moment-là de maximiser son personnage et de leveler. Il reste à savoir comment cela se traduit en jeu. On peut supposer que la montée du niveau sera plus un dur labeur. Les joueurs curieux de voir le contenu réservé à la fin de jeu sans investir trop de temps dans la montée des niveaux pourront donc être séduits. Des légendaires à foison, le système d'aspect des pouvoirs légendaires qu'on peut injecter dans notre arme a aussi été revu. Si c'est probablement la modification la moins importante de cette liste, elle mérite quand même d'y figurer. Avant la saison 4, le système d'aspect demandait une mûre réflexion avant de l'utiliser. Les aspects étaient divisés alors en deux. Soit attribués par certains donjons que l'on pouvait injecter dans des armes à l'infini. On pouvait aussi récupérer l'aspect légendaire d'un objet qu'on l'on avait obtenu pour la mettre sur une autre pièce d'équipement une fois par une fois par aspect extrait, dans la mesure où il était impossible de savoir quand on allait mettre la main sur tel ou tel pouvoir légendaire, il fallait le conserver précisément ou être sûr de la place pour laquelle ou être sûr de la pièce sur laquelle on allait l'attribuer. À partir de la saison 4, les choses changent. Lorsque vous extrayez des aspects d'objets légendaires, ils sont stockés dans votre codex de puissance et peuvent être utilisés indéfiniment. Au lieu de prendre de la place dans votre inventaire, l'extraction de la plus puissante de l'aspect est stockée dans le codex de puissance et peut être utilisée autant de fois que vous le souhaitez. Donc au début c'est un consommable, l'aspect de puissance, qu'on extrayait de l'arme en sachant que l'arme était détruite et qu'on conserve que l'aspect. Là, c'est un truc qui a été demandé, qui a été réfléchi par plusieurs streamers et créateurs de contenu. C'était finalement que ça s'intègre au codex de puissance et qu'on puisse le garder au plus haut niveau possible. Donc là, ça va être intéressant de voir, d'extraire un aspect dès le début du jeu. Si jamais on trouve si jamais on trouve un aspect ultra intéressant, voire maxé dès le début, mais que l'arme a des stats pourris, on extrait l'aspect parfait et jusqu'à ce qu'on tombe sur une arme pas parfaite avec les chiffres pas parfaits, puis là on met l'aspect dessus, puis là on a une arme juste excellente. C'est vraiment excellent comme changement. Des effets plus lisibles promettant une meilleure compréhension. C'est probablement le changement le plus attendu par les joueurs de cette saison 4, le système d'affix. Ces statistiques en plus de l'équipement a été modifié pour être plus clair. Chaque objet aura un maximum de 3 affixes. Les légendaires, 2 sur les rares. Plus simple à comprendre. Blizzard a décidé de remplacer celles sur des valeurs conditionnelles. Le studio prend l'exemple du plus 10% de dégâts sur les élites non blessés, avec simplement des augmentations de points de vie ou de vitesse de déplacement. Pas panique toutefois, cette complexité reste présente grâce à un nouveau système de création abordé ci-dessous dans l'article. On aimerait juste revenir sur une conséquence importante de cette révision. Moins d'affixes par objet, ça veut dire moins de combinaisons d'affixes possibles, donc moins d'objets à récupérer. Cela présage toutefois une meilleure implication des joueurs dans la récupération du loot. Par ailleurs, cela peut probablement aider les débutants à y voir plus clair, ils peuvent parfois avoir l'impression d'être noyés dans l'abondance d'équipements. Un système de personnalisation revisité avec la trempe et le perfectionnement. Une révision des objets qui semble vouloir toucher tous les types de joueurs. On l'a dit, la modification précédente a sans doute vocation à rendre les statistiques d'équipement plus compréhensibles pour les néophytes. Dans un second temps, ceux qui veulent un poil plus d'approfondissement peuvent alors se tourner vers la fonctionnalité de la trempe. De quoi forger son butin fraîchement acquis avec des affixes pour le rendre plus puissant. Au cours de votre d'exploration et de la
complétion de différentes activités, vous récupérez des manuels de trempe. Chacun de ces manuels contient un petit nombre d'affixes, répartis en 6 catégories différentes: armes, attaque, défense, mobilité, attributs et ressources. Il suffit d'alors chez le forgeron pour tremper son équipement pour lui attribuer l'affixe souhaité. Une manière bien plus simple de personnaliser son équipement pour telle ou telle synergie. Avec le perfectionnement, la trempe fait partie des mécaniques à, à rester définitivement dans Diablo 4. C'est pas mal ce système. Donc en gros, si vous voulez rajouter genre l'affixe, je sais pas, euh, genre Elite Stun ou Elite blessé, donc c'est-à-dire qu'elle a très peu de vie, genre, je sais pas, genre 30% sur les élites qui ont un tout petit peu de vie, ou la moitié, vous pouvez très bien le rajouter via ça. Mais c'est pas mal ça, franchement. Vous avez tempé votre arme et avec les affixes idéaux selon vous, plus qu'une chose à faire, perfectionner votre arsenal. Le perfectionnement améliore la puissance globale de tous les affixes de votre arme et tous les 4 niveaux améliorent considérablement l'un des affixes équipés. L'affixe qui reçoit l'amélioration devient bleu. Si le même affixe est amélioré à nouveau, il devient jaune et dans les cas rares, orange s'il est amélioré une troisième fois. De quoi, pour les joueurs acharnés, accorder un nouvel objectif, d'autant qu'un nouveau contenu présupposé difficile arrive aussi dans cette saison 4. La fosse aux artifices, un vrai contenu de fin de jeu. La fosse aux artifices, ou The Pit en anglais, parlera aux amateurs de Diablo 3, tant elle rappelle le fonctionnement des failles supérieures. L'objectif est de tuer suffisamment de monstres dans un temps à partir de 10 minutes avec un gros butin, avec un gros boss à la fin. Une activité, et un gros butin aussi, hein, une activité réalisable seule ou à 4 joueurs qui permet de recevoir de nombreuses ressources indispensables. Les pierres Stygiennes peuvent invoquer les échos tourmentés, des variantes de boss déjà existants, des matériaux pour le perfectionnement, vu ci-dessous, et comme toujours de l'équipement. Cette fosse s'active une fois un donjon de cauchemar de niveau 46, donc niveau de monde 4 réalisé. Chaque essai dans la fosse demande des éclats runiques récupérés dans des activités de haut niveau. Depit peut vraiment changer Diablo 4 dans la mesure où elle s'affiche comme un contenu de haut niveau répétable à haute fréquence. Il existe 200 étages dans cette fosse, à chaque fois plus exigeant que le précédent. Dans la discussion autour du feu organisée par les développeurs de Diablo 4, ces derniers ont précisé que le palier 100 était comparable au palier 25 de l'abattoir de Zir. Sur le papier, la fosse aux artifices peut constituer une activité de haut niveau plus qu'intéressante avec des vagues d'ennemis très difficiles à repousser et donc une source de motivation supplémentaire quant à la recherche de l'équipement parfait. En bref, cette saison 4 de Diablo 4 permet d'offrir une plus grande clarté dans la personnalisation des objets, tout en présageant un défi toujours exigeant pour les joueurs les plus expérimentés. Elle vaut d'autant plus le coup de s'y intéresser qu'elle risque d'être le terrain de jeu pour Vessel of the Hatred, la première extension de Diablo 4. Celle-ci est prévue pour la fin de l'année. Est-ce que ça va être enfin le truc qui va me faire retomber dans Diablo 4? Parce que arrivé au niveau 100, je peux vous dire que c'est une tannée. Ça, plus l'équipement plus lisible, plus comment ça s'appelle, des activités qui te challenge, plus les nouveautés que j'ai zappées après la première saison. Oui, je pense que je ferai l'effort de revenir sur Diablo 4 de temps en temps. Franchement, oui. Pour moi, c'est pas trop tard, c'est juste parfait. Bravo à Blizzard. Euh, Ensuite, nous passons à Disney+, veut enterrer Netflix avec ce deal qui change absolument tout sur le marché de la SVOD. Alors que Netflix domine le secteur du streaming depuis plusieurs années, quelques plateformes de SVOD persistent et parviennent même à se démarquer avec près de 270 millions d'abonnés dans le monde. Netflix a une certaine longueur d'avance sur ses concurrents. Mais il se pourrait bien que l'écart rétrécisse dès l'été prochain. Non, ce n'est pas Amazon Prime Video et ses 200 millions d'abonnés
qui prévoit soudainement de voler la vedette à Netflix, mais plutôt Disney+. Malgré un écart de plus de 115 millions d'abonnés entre le géant de la SVOD et la plateforme de Disney, c'est une idée ingénieuse qui pourra bien renverser la balance. En effet, Disney a prévu de s'associer à Warner Bros. Discovery afin de proposer une offre de streaming en commun, qui regroupera les plateformes de Disney+, Hulu et Max en une seule et même formule, ce qui serait susceptible de doubler le nombre d'abonnements de Disney+, et donc d'atteindre les 300 millions d'abonnés. Cette offre débutera dès l'été 2024 aux États-Unis uniquement, même si aucune date ni aucun tarif n'ont été communiqués pour le moment. Comme expliqué plus haut, cette nouvelle offre sera réservée aux États-Unis. Les abonnés français ne pourront donc pas bénéficier, tout du moins pour le moment, étant donné que la plateforme Max, anciennement HBO Max, arrivera en France dès le 11 juin 2024. Il est possible que cette formule apparaisse en Europe d'ici quelques temps, mais ce qui risque de compliquer les choses, c'est l'inclusion de Hulu, qui n'est à ce jour pas disponible en France en raison de restrictions autour des droits de diffusion de ces programmes. Reste à savoir si ces restrictions seront éventuellement levées ou si une offre regroupant uniquement Disney+ et Max sera proposée. En attendant, certains opérateurs internet et même des chaînes premium comme Canal+, incluent des abonnements aux différentes plateformes de streaming disponibles en France dans la formule, ce qui permet parfois d'économiser quelques euros sans sacrifier ses séries préférées. Alors franchement, pour profiter un maximum des plateformes sans vous ruiner, les packs comme proposé, comme Canal+ ou Free ou même Orange ou autre SFR ou même de votre chaîne satellite, c'est le meilleur moyen pour que vous puissiez avoir un abonnement et que ce soit inclus et de pouvoir absolument accéder à tout. Là, c'est, je vous, parce que là, à l'heure actuelle, avec toutes les plateformes qu'il y a, ça va être compliqué de tout payer. Ensuite, porté par la forme de ses licences japonaises, Sega a dévoilé un bilan globalement positif pour l'année fiscale close le 31 mars 2024. Un bilan toutefois terni par les réformes structurelles réalisées en Europe depuis septembre dernier. Réformes incluant l'annulation de jeux comme Yena, la cession de studios reliques internement et pas moins de 500 licenciements à travers ses équipes européennes, notamment Creative Assembly. L'ensemble du groupe Sega Sammy a généré un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros, un bénéfice opérationnel de 338 millions d'euros et un bénéfice net de 197 millions d'euros. Seul ce dernier est en baisse car impacté par les malheurs de Sega Europe dans les faits, l'impact des réformes structurelles européennes sur les résultats financiers est de 106 millions d'euros en pertes extraordinaires. Dans les studios européens, il était urgent de procéder à des réformes structurelles rapides pour améliorer les revenus. En conséquence, le résultat net a diminué d'une année à une autre. Toutefois, l'entreprise estime que ces réformes structurelles ont jeté les bases d'une amélioration future des bénéfices, peut-on lire. Sur le dos de l'emploi, hein. Voilà. Hein. Le segment du jeu vidéo a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros contre 1,1 milliard un an plus tôt et un bénéfice opérationnel de 145 millions d'euros contre 195 un an plus tôt. Les revenus ont augmenté grâce aux bonnes ventes de jeux, notamment en Asie, mais grâce au renfort de Rovio, le bénéfice a en revanche reculé en raison des coûts de la restructuration de Sega en Europe. Dans le même temps, c'est du Japon qui est venu le soleil. Like Dragon Infinite Wells et Persona 3 Reload ont chacun dépassé le million d'exemplaires distribués dans le monde en une semaine, sans oublier le demi-million réalisé par Unicorn Overlord. Sur l'année fiscale, Sega a écoulé 5,92 millions de jeux Sonic, 5,36 millions de jeux Like a Dragon, 5,6 millions de jeux Persona et
27,91 millions de jeux Total War. En tout, Sega a distribué 27,89 millions de jeux dans le monde, ce qui est exactement le même nombre qu'au précédent exercice. Il fallait le faire. Plus en détail, les nouvelles sorties représentent 9,23 millions de ventes avec le back catalogue, 18,66 millions de ventes côté mobile. Hatsune Miku Colorful Stage fait toujours la loi avec One Piece Bounty Rush, titre développé par Sega et pour Bandai Namco. Sega attend des ventes en hausse pour l'année prochaine, 29,6 millions de jeux, mais surtout en raison de la progression du back catalogue, outre Shin Megami Tensei 5 Vengeance en juin, Métaphore Fantasio en octobre chez Atlus, Sega sortira Super Monkey Ball Banana Rumble le mois prochain sur Switch, mais c'est Sonic qui reste la star du moment avec Sonic et Shadow Generation cet automne, Sonic Rumble sur mobile en collaboration avec Rovio, le film Sonic 3 pour Noël, sans oublier la série Knuckles qui a bien démarré sur Paramount+. Donc beaucoup de projets pour Sega qui finalement pas si mort que ça. Hein. On le sait que la suite transmédia de Sonic est un joli coup que Sega aimerait appliquer à d'autres licences. Notons aussi que le déploiement du jeu mobile Persona 5 de Phantom X au Japon et en Occident est à l'étude. Ce titre est pour le moment sorti en Chine et en Corée du Sud le mois dernier. Pour l'année fiscale close en mars 2025, Sega Sammy anticipe un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros et un bénéfice opérationnel de 268 millions d'euros et un bénéfice net de 230 millions d'euros. Donc c'est la forme chez Sega. Total War Pharaoh étend sa carte jusqu'en Mésopotamie. Donc, à l'approche de son gros patch gratuit qui contiendra 4 nouvelles civilisations, 3, Mycène, Babylone et la Syrie, Total War Pharaoh détaille le contenu à venir. Creative Assembly commence le tour du propriétaire avec un rapide regard sur la nouvelle carte étendue qui intègre toujours l'Égypte, mais qui s'étend jusqu'en Grèce et en Mésopotamie. Donc là c'était l'Égypte. Et maintenant ça devient ça. En vérité, nous planifions d'intégrer les civilisations iconiques depuis le départ, confie l'équipe sur le blog officiel. Vous avez signalé que vous apprécierez le degré de détail et la splendeur visuelle de la carte actuelle de la campagne, de cette actuelle de campagne. Donc nous avons choisi d'implémenter ces nouvelles régions de la manière la plus naturelle et logique possible. En agrandissant la carte actuelle, il sera toujours possible de se cantonner à l'Égypte dans un mode dédié. Ce nouveau patch compte bien nous plonger dans la fin de l'âge de bronze à travers toute la région. Vers l'est, nous trouvons donc la Mésopotamie, berceau de Babylone, un climat plutôt sec avec de nombreuses terres arables, irriguées par le Tigre et l'Euphrate, qui jouent un rôle dans les tactiques militaires employées. Plus à l'ouest, nous pouvons remonter jusqu'en Grèce avec le climat méditerranéen et les reliefs qui sont les siens. La carte passe de 1134 sur 1648 à 2048 sur 1648 cases, ce qui double quasiment le terrain de jeu. Ces nouvelles régions sont cruciales dans le plan de jeu des nouvelles civilisations. Vous pouvez viser le titre de roi de l'univers dans votre ineffable modestie plutôt que d'honorer la tradition royale mésopotamienne et unir Babyloniens, Assyriens, sans compter les petits royaumes environnants et les guerriers, et la mythe, où vous pouvez vous asseoir sur le trône mycénien et piller les mers, pilier, pilier, pilier les mers entourant votre capitale. Avec 3 comme ultime récompense, il sera possible de couper à travers un flot grâce à un nouveau système de routes maritimes prenant en compte les cités à conquérir au passage.
Relation Creative Assembly n'a pas indiqué de date de sortie pour son énorme mise à jour. Les développeurs précisent qu'il reste à travailler sur les tutoriels pour mieux prendre en compte les nouveautés. Les prochains blocs aborderont les 4 nouvelles civilisations. La nouvelle carte ici. Donc là, on pourra toujours faire l'Egypte si on veut, avec un mode. Et après, on pourra faire le reste. Qui est pas mal, pas mal, pas mal. Plus 70% de bénéfices. D'après vous, c'est qui a fait ça? On va le voir. Du rêve au cash. Quand nous évoquons Konami dans des articles, il n'est pas rare de voir dans les commentaires des joueurs nostalgiques, des joueurs nostalgiques s'en prenant méchamment à l'éditeur japonais. Comme une société comme Konami avec des licences de rêve au niveau de Capcom peut avoir fait d'aussi mauvais choix stratégiques en arrêtant purement et simplement ses meilleures licences. Est-il courant de lire? Sans Kojima, Konami est mort. Voit-on passer régulièrement sur nos forums. Pourtant, d'un point de vue purement business, le groupe se porte très bien. Certes, les amoureux de ce qui a fait la grandeur de Konami aimeraient bien retrouver la folie créative d'antan et revoir Castlevania, Silent Hill, Metal Gear, Suikoden et autres PES inédits et, et, renversant. Pourtant, financièrement, la force est de constater que l'entreprise parvient non seulement à enregistrer un bon chiffre d'affaires, mais elle réussit surtout à dégager des bénéfices impressionnants. Konami a en effet redonné des couleurs à sa division de développement de jeux. Le géant japonais vient de publier ses chiffres pour l'exercice 23-24 où on peut noter un bénéfice enregistré en progression de 70% par rapport à l'exercice précédent. Nous pouvons lire que le groupe a récolté 360,3 milliards de yens de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 59,2 milliards de yens. Cette hausse est attribuée aux sorties de Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 et de Eat Football 2024, bien sûr, comme chaque exercice de Konami et depuis de nombreuses années, le succès de Yu-Gi-Oh! Ne dément pas et renfloue toujours les caisses de la compagnie. 60 millions de téléchargements pour Master Duel. Des titres moins populaires chez nous, mais qui rencontrent du succès au Japon, comme les jeux de baseball Pa, Wa, Furu, Puro, Ya, Q, sont également cités. Les perspectives de l'éditeur pour l'avenir sont particulièrement élevées à hauteur de 380 milliards de yens de chiffre d'affaires, entre autres grâce aux futures sorties des remakes de Silent Hill 2 et de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Maîtrise des coûts, peu de risques créatifs, bénéfices en haute, promesses de croissance, cela sonne comme du miel dans les oreilles des actionnaires. Depuis la publication des résultats financiers, le cours de l'action de Konami a bondi de 9%. C'est triste, mais il faut reconnaître que leur stratégie fonctionne. Alors, est-ce que c'était une stratégie temporaire, le temps qu'ils s'en rend fou et qu'ils puissent avoir suffisamment d'argent pour se lancer dans un nouveau Metal Gear, dans un nouveau Silent Hill, dans un nouveau ci, dans un nouveau ça? Ou alors, ça va être leur ligne directrice pour les décennies à venir. Voilà, le doute est permis, quoi. Alors, c'est ici bah, qu'on se quitte. Donc, vidéo très courte, va. Espérant que j'avais pas trop dit. Ah, si, quand même. Euh, le paragraphe sur Diablo était quand même très conséquent. Donc, merci à vous qui me doivent m'avoir écouté. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous dis à demain pour l'actuel news à 12h45. Donc, au revoir à vous. Puis, bonne journée ou bonne soirée. Voilà, au revoir.